Merci beaucoup de vous être connecté. Attendons quelques instants pour que nos collègues puissent se connecter et puis on peut commencer le webinaire. Bonjour tout le monde, bon après-midi, bonsoir, selon l'endroit d'où vous rejoignez. Je m'appelle Michael Mutamia, conseiller technique régional principal à Jepaigo. Je suis responsable pays du projet Amplifie au Kenya. Je suis infirmier, sage-femme et je, je possède plus de 18 années d'expérience dans la mise en œuvre de programmes de santé reproductive. Mon expertise porte sur le leadership technique dans la conception, la mise en œuvre et le passage à l'échelle d'intervention santé reproductive, maternelle, néonatale. Au cours de 6 dernières années, je me suis consacrée à la mise à pratique des recommandations de l'OMS à travers Amplify et Smiles for Mothers. C'est un plaisir de co-animer la session d'aujourd'hui avec le docteur Victor. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur une approche fondée sur les systèmes de santé pour introduire des innovations HPP, expérience, leçons et recommandations du projet Amplify. Merci d'être connecté. Avant de commencer, j'aimerais partager quelques questions d'annonce générale. La session d'aujourd'hui durera environ 90 minutes et comprendra les présentations, table ronde et session questions-réponses. Nous commencerons par 4 présentations et vous pouvez poser des questions dans la boîte questions-réponses en bas de l'écran. Si votre question s'adresse à un intervenant en particulier, merci de bien vouloir le préciser. Ce webinaire se déroule en anglais avec interprétation simultanée en français. Veuillez sélectionner la langue de votre choix euh, à l'aide de l'icône d'interprétation. Le sous-titrage est disponible. Pour l'activer, affichez les sous-titres au bas de votre écran. Et si cette icône n'apparaît pas, cliquez sur l'option plus, représentée par 3 points, et puis sélectionnez Afficher les sous-titres. Comme nous le savons tous, l'hémorragie du postpartum demeure la principale cause de mortalité maternelle, avec une charge particulièrement lourde dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Bien que les innovations efficaces et fondées sur les données probantes soient disponibles pour prévenir l'HPP, l'expérience montre que l'introduction d'interventions nécessite une approche fondée sur les systèmes de santé. Comme vous pouvez voir à l'écran, ces interventions devraient être ancrées dans les politiques et les recommandations et ils sont soutenus par des mécanismes de financement appropriés, soutenus par la préparation du marché ainsi que les approches de renforcement des capacités facilitées par la disponibilité des produits et quantification précise et aussi planification d'approvisionnement. Cela doit être intégré dans le système de gestion d'information sanitaire. Donc, il faut la visibilité pour cela. Donc, le webinaire d'aujourd'hui se concentre sur les systèmes de santé et ce qu'il faut pour que ces innovations sont introduites. Donc, vous pouvez voir cette approche fondée sur le système de santé. Donc, c'est bien illustré à l'écran. Cela souligne non seulement
que le système de santé a des composants qui devraient être traités, mais aussi il existe des leviers stratégiques. Donc aujourd'hui, nous avons des panélistes distingués de la part d'Amplify qui vont partager leurs réflexions et aperçus. Ils vont partager leurs considérations clés, les recommandations pratiques pour mobiliser l'adoption précoce de ces innovations salvatrices. Avec une approche fondée sur les systèmes de santé, ces innovations peuvent prendre plus longtemps à atteindre les populations. Donc, permettez-moi de présenter la première intervenante, Hélène Roman. Elle travaille chez Jepaigo. Elle est directrice mondiale du projet Accélération mesurable progrès et mobilisation des investissements de l'impact sur l'hémorragie du postpartum. Elle a 20 ans d'expérience. Elle collabore avec des parties prenantes et partenaires internationaux dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Elle est auteure de plusieurs publications consacrées au paludisme pendant la grossesse et l'hémorragie du postpartum. Elle a également euh, soutenu 20 pays dans l'Afrique subsaharienne et Asie d'Est et Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, elle ouvrira notre webinaire par une brève présentation du projet Amplify. Hélène, vous avez la parole. Merci Mike. Bienvenue tout le monde, d'où vous nous rejoignez. Je suis ravie d'être ici pour cette troisième session de série de webinaires. J'espère que vous avez eu l'opportunité à assister au webinaire 1 et 2. Je tiens à remercier les donateurs d'United et aussi l'Union européenne, l'initiative Safe Birth Africa, une initiative conjointe UNFPA et United. Et je tiens à remercier nos partenaires gouvernementaux et ministères de la Santé qui aidé ont soutenu le projet Amplify. Et j'ai quelques diapositives à vous montrer pour nous ancrer dans le projet Amplify. Le projet Amplify a été lancé dans le prolongement de plusieurs décennies de travail, d'engagement et de progrès réalisés dans différents pays. Il s'appuie sur les résultats de la recherche et sur les recommandations mondiales, démontrant que les nouveaux produits destinés à l'HPP peuvent améliorer les résultats en matière de santé maternelle. Dans les contextes variés, Amplify s'est donné pour mission d'aider les pays à accélérer l'adoption précoce et le passage à l'échelle de ces produits destinés à prévenir, détecter, traiter l'HPP. Nous voulions démontrer dans des conditions réelles de mise en œuvre que les produits présentés ici peuvent être utilisés efficacement lorsqu'ils sont disponibles et lorsque les prestataires sont soutenus et que les systèmes existants sont prêts et suffisamment équipés. Le projet a été lancé en août 2022 dans des zones géographiques ciblées de la République démocratique du Congo, de la Guinée, de l'Inde et du Kenya. Puis le Nigeria et la Zambie ont rejoint l'initiative à la mi-2024. Le travail de Jepaigo mené avec nos partenaires La Figo et PAT s'est articulé autour de trois priorités interdépendantes: produire des données probantes pour éclairer le passage à l'échelle, renforcer les environnements favorables afin que les pays puissent pérenniser les progrès et accroître la disponibilité des produits de qualité contre l'HPP à un coût abordable. Cette diapositive vous montre la portée du projet Amplify dans 6 pays et dans plus de 200 établissements de santé. Ces produits ont été introduits sur une période de 30 mois et l'aperçu est clair. Parmi des milliers d'accouchements dans les sites du projet, presque toutes les femmes ont reçu des soins préventifs avec la carbétocine thermostable. Un champ calibré a été utilisé pour détecter l'hémorragie du postpartum. Et parmi les femmes diagnostiquées
avec l'HPP ont été administrés l'acide tranexamique dans le cadre de l'ensemble d'interventions. Si vous avez eu l'opportunité de participer aux webinaires 1 et 2, vous connaissez que les webinaires rassemblent 4 années d'apprentissage et nous focalisons sur les approches pratiques pour introduire et intégrer les produits d'HPP de qualité dans différents contextes et dans les systèmes de santé maternelle existants pour que les pays puissent passer à l'introduction au passage à l'échelle. Nos 2 webinaires se focalisaient sur le supplément IGJO d'Amplify et expérience des prestataires respectivement. Le webinaire d'aujourd'hui se concentre sur les systèmes de santé qui devraient être préparés pour la mise en œuvre de la continuité et le passage à l'échelle. Veuillez vous profiter de ce webinaire et j'espère que vous serez en mesure de vous inscrire pour notre prochain webinaire le 30 juin. Merci beaucoup. Et Mike, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Hélène, euh, d'avoir posé le cadre de notre discussion. C'est un plaisir de vous présenter Rachel Musimiko Muyoma, qui nous parlera de l'introduction des produits durables comme une approche clé à s'assurer que les systèmes fondés, qu'une approche fondée sur les systèmes de santé soit utilisée pour introduire ces produits. Rachel est pharmacienne, spécialiste de chaîne d'approvisionnement de santé publique avec 15 années d'expérience à renforcer les systèmes de santé et améliorer l'accès aux médicaments essentiels en Zambie. Elle se concentre sur la construction des systèmes de santé résilients et aussi de garantir que ces produits soient disponibles en temps opportun et aussi s'assurer que ces produits soient disponibles. Elle était boursière Mandela Washington. Elle est auteure publiée et aussi titulaire des diplômes dans la gestion de chaînes d'approvisionnement. Elle est très passionnée de, du renforcement des capacités et des solutions fondées sur des preuves. Elle va souligner les leçons de l'expérience de la Zambie et inclura les modèles de financement novatrices. Je vous cède la parole, Rachel. Merci beaucoup, Michael. Bonjour tout le monde. Merci de vous être connectés. Aujourd'hui, je vais aborder la question de l'introduction durable des produits euh, sous l'angle des systèmes de santé. Bien que l'on accorde souvent beaucoup d'attention au lancement de nouveaux produits, la véritable mesure du succès réside dans leur disponibilité, leur caractère abordable et leur accessibilité à long terme. Donc, nos discussions s'appuient sur des expériences concrètes issues des chaînes d'approvisionnement et met en lumière les principales considérations à prendre en compte afin que les nouveaux produits ne se contentent pas d'entrer dans le système, mais soient intégrés de manière durable à la prestation des services. Donc, comme Hélène a souligné, nous faisons référence à seulement plus que non seulement d'un produit, mais aussi des recommandations de traitement lorsqu'un produit est priorisé au sein du système de santé, des mécanismes de financement fiables euh, doivent être considérés. L'approvisionnement devrait être là à, à travers des processus efficaces. Donc, l'objectif n'est pas seulement l'introduction, mais aussi l'accès continu. Ou souvent, les lancements de produits pourtant réussis ne parviennent pas à garantir leur disponibilité dans la durée, faute d'avoir suffisamment pris en compte dès le départ.
Donc, de nombreux pays sont confrontés à des questions similaires lorsqu'ils introduisent de nouveaux produits de santé. Premièrement, certains produits sont introduits sans stratégie de financement à long terme. Donc, le soutien initial des bailleurs de fonds peut couvrir les premiers achats, mais la pérennité devient problématique une fois les financements extérieurs sont terminés. Deuxièmement, l'inclusion d'un produit dans les directives thérapeutiques ne se traduit pas automatiquement par son approvisionnement et sa disponibilité. Troisièmement, la faiblesse des prévisions et la visibilité limitée de la demande conduit souvent à une sous-estimation ou à une surestimation des besoins. Donc, il y a soit des excédents de stock ou des ruptures de stock. Nous observons des dispositifs d'approvisionnement fragmentés dans lesquels les gouvernements, les bailleurs et les partenaires de mise en œuvre procèdent à des achats séparés, ce qui réduit les gains d'efficacité et le pouvoir de négociation. Enfin, des ruptures d'approvisionnement surviennent fréquemment après la fin des projets pilotes, privant les patients d'un accès continu aux produits qui avaient été introduits. Ces difficultés montrent pourquoi l'introduction des produits doit être envisagée comme une intervention de renforcement du système de santé et non pas comme une simple activité isolée. La première étape vers la durabilité consiste à sélectionner et à prioriser les bons produits. Il faut avoir les bons produits. Donc, plusieurs facteurs devraient être pris en considération. Numéro un, les besoins de santé publique et la charge de morbidité, les données probantes en ce qui concerne l'efficacité clinique et la sécurité, accessibilité financière et le rapport coût-efficacité, les exigences en matière d'assurance qualité, l'état de préparation du système de santé à soutenir la mise en œuvre. Donc, le message essentiel est que l'inclusion d'un produit dans les directives nationales sur les listes nationales de médicaments essentiels ne suffit pas. Les produits doivent également être considérés comme prioritaires dans les plans d'approvisionnement, les mécanismes de financement et les systèmes de chaîne d'approvisionnement. Par exemple, dans le cadre d'initiatives telles que Amplify, des produits comme la HSC, le TXA, le misoprostol et les chocs à livrer ont été priorisés parce qu'ils permettent de lutter contre les principales causes de mortalité maternelle. Une fois qu'un produit a été sélectionné et qu'il y a une quantification précise, il faut réaliser une quantification précise. Des prévisions fiables reposent sur les données relatives à la charge de morbidité, à l'utilisation des services, à la consommation historique et au passage à l'échelle envisagée sont toutes nécessaires pour estimer correctement la demande. De la même façon, il est tout aussi important d'évaluer l'impact budgétaire. Introduire un produit sans comprendre ses implications financières peut entraîner les difficultés d'approvisionnement à l'avenir. Numéro 3, les plans d'approvisionnement doivent s'aligner avec la demande prévue et aussi garder à l'esprit les ressources disponibles ainsi que les calendriers d'achat. Numéro 4, la gestion des risques, c'est important aussi. C'est quelque chose qui est sous-estimé. Et il faut incorporer cela tout au long de la gestion et les cycles d'approvisionnement et de distribution. Dès la quantification, cela nous permet de gérer les retards, les défis réglementaires ou tout autre imprévu qui pourrait être identifié à temps. Donc, une focalisation robuste sur les risques est important pour réduire le gaspillage et pour avoir une introduction durable. La prochaine considération, c'est l'approvisionnement. Une introduction durable des produits nécessite des stratégies d'achat qui maximisent la valeur tout en garantissant la sécurité de l'approvisionnement. Et il faut que ce système soit efficace. Une des stratégies que vous pouvez utiliser, c'est des accords cadres qui peuvent aider les pays à sécuriser l'approvisionnement en produits sur des périodes plus longues en réduisant les délais d'achat. Donc, vous allez faire les achats sur long terme et comme ça, vous avez un gain de temps. Et ces mécanismes permettent à de multiples institutions
de mutualiser leurs demandes et de négocier de meilleurs prix. Les exemples incluent les initiatives régionales d'approvisionnement, les plateformes d'achat des agences des Nations Unies, des mécanismes tels que la plateforme WAMBO du Fonds mondial, les dispositifs d'approvisionnement stratégique permettent également aux pays de diversifier leurs fournisseurs et de renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. Donc, l'objectif n'est pas simplement d'obtenir le prix le plus bas, mais de garantir le meilleur rapport qualité-prix grâce à l'accessibilité financière, grâce à la qualité, à la fiabilité, à la continuité de l'approvisionnement. L'un des principes fondamentaux de la durabilité est l'intégration des produits au sein du système de santé. Les nouveaux produits doivent renforcer les systèmes existants plutôt que de créer des systèmes parallèles. Que signifie cette intégration? C'est-à-dire que ces produits sont introduits dans les processus nationaux de planification et de l'approvisionnement. Les systèmes d'information sont utilisés pour faire la commande des médicaments dans les entrepôts, dans le réseau de distribution. Il y a les programmes de formation des agents de santé, ainsi que les programmes et des dispositifs de suivi et de notification. Par exemple, en Zambie, les produits introduits dans le cadre du projet Amplify ont été intégrés aux systèmes nationaux existants. Ils ont été stockés dans les dépôts médicaux centrales, au niveau central et distribués par les circuits de distribution en place, gérés au moyen des systèmes habituels de documentation et de notification. Cette approche améliore l'efficacité et augmente les chances que les produits restent disponibles après la fin du projet. Ensuite, la durabilité repose sur les partenariats et la résilience. Plusieurs stratégies peuvent contribuer à renforcer la disponibilité des produits à long terme. Et cela repose sur un partenariat continu et les partenariats régionaux et en garantissant la sécurité de l'approvisionnement. Les mécanismes de financement complémentaires offrent la possibilité de mobiliser des investissements nationaux tout en bénéficiant d'un soutien extérieur. Un exemple, c'est le compact de l'UNFPA. Il complète les contributions gouvernementales afin d'accroître le pouvoir d'achat des produits de santé reproductive. Donc, le gouvernement de la Zambie a progressivement augmenté son engagement financier en faveur des produits de santé reproductive entre 2023 et 2026, en consacrant plus de 11 millions de dollars américains à ces produits entre 2023 et 2025, et en obtenant un financement complémentaire de 5,5 millions de dollars américains de la part de l'UNFPA. Donc, ces mécanismes ont permis d'accroître les ressources disponibles pour l'achat des produits et de renforcer la sécurité de l'approvisionnement. Ensuite, la mobilisation des ressources nationales est tout aussi importante. Des crédits budgétaires protégés au sein des budgets nationaux contribuent à garantir un financement prévisible. L'introduction durable des produits nécessite une transition progressive de la dépendance à l'égard des bailleurs vers une appropriation et un financement nationaux croissant. Et un engagement très fort des pouvoirs publics et des partenaires stratégiques favorise les introductions de produits les plus durables. Dans le cadre du projet Amplify, les champs calibrés peuvent être obtenus auprès des fabricants régionaux ou locaux, contribuant ainsi à la fois à la durabilité des approvisionnements et le développement économique. Donc, à quoi ressemble la réussite? Donc, que veut dire un produit bien introduit, introduit avec réussite? C'est-à-dire que le produit est disponible de manière constante, il est financièrement abordable, il est financé de manière fiable, il est pleinement intégré aux opérations courantes et résilient face aux perturbations du financement et de l'approvisionnement. Donc, l'objectif n'est pas simplement d'introduire un produit. L'objectif est de garantir que chaque patient qui en a besoin puisse y avoir accès de façon régulière, sûre et durable. L'introduction durable des produits est donc un processus continu qui implique la priorisation, le financement, les achats, l'intégration dans la chaîne d'approvisionnement, les partenariats et le renforcement des systèmes. Donc, je vous remercie de votre attention et je me réjouis d'échanger avec vous davantage. Et je
rendre la parole à Michael. Merci beaucoup, Rachel. Le message est clair. C'est que cette introduction durable de produits va au-delà des projets pilotes. Elle exige une véritable approche fondée sur le système de santé. Il faut veiller à ce que les produits soient intégrés aux priorités nationales, financés, approvisionnés et disponibles de manière continue. Cela nécessite une intégration forte au sein du système. Merci beaucoup, Rachel, pour ces observations. Mettez vos questions dans la boîte questions-réponses et nous y répondrons vers la fin de notre webinaire. Permettez-moi maintenant de nous présenter notre intervenante suivante, la docteure Louise Njao, qui est une dirigeante reconnue dans le domaine de la santé mondiale, avec plus de 10 années d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes de santé à grande échelle. Elle est connue pour sa vision stratégique et son leadership transformateur. Elle a renforcé des partenariats régionaux, mobilisé des ressources alignées sur les priorités nationales, régionales et mondiales. En tant que responsable de la santé maternelle au ministère kenyan de la Santé, elle pilote le programme national de santé maternelle en faisant progresser les interventions à fort impact, en améliorant la qualité des soins et en renforçant la coordination au niveau des comtés. Elle est titulaire. Elle, elle travaille dans le domaine de santé mondiale en stratégie et apporte des solutions à travers l'Afrique. À vous la parole, docteur Louise. Un grand merci, Michael. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis honoré de partager avec vous le parcours du Kenya dans l'introduction des produits de l'HPP avec le contexte qui était présenté par Hélène et les principes que Rachel et Michael ont partagés. Le parcours du Kenya est un travail en cours et j'espère que nous pourrons bénéficier d'un apprentissage mutuel. Je vais commencer par une vue d'ensemble en vous disant comment le système de santé est structuré au Kenya. Nous avons un système décentralisé, ça veut dire que nous avons des services dans le secteur de la santé qui sont offerts au niveau sous-national et le gouvernement national est potentiellement chargé de développer les politiques. Vous veillez à la mise en œuvre de cette politique et elle est chargée de la prestation des services et le renforcement des capacités aussi au niveau national. Et ça, c'est le cahier des charges du gouvernement, notamment en matière de santé maternelle. Au sein du gouvernement, nous avons aussi des agences qui nous permettent de travailler en efficacité. Il y a le KEMSA, qui est l'autorité réglementaire euh, en ce qui, l'autorité réglementaire des médicaments qui supervise l'approvisionnement, l'entreposage et la distribution des produits. Au sein du ministère de la Santé, notamment dans le domaine de la santé maternelle et la santé néonatale, nous avons des mécanismes qui sont en place, qui sont essentiellement euh, chargés de coordonner les, les engagements de plusieurs parties prenantes afin de favoriser l'approvisionnement des produits. Et ça se fait à travers RAPTIS. C'est un comité de direction qui est un mécanisme qui, dans notre parcours, nous a permis de mener des efforts pour recueillir les données probantes grâce au projet Amplify, ce qui nous a permis à son tour d'améliorer l'acceptance, l'acceptabilité des conclusions et les intégrer aux politiques. Et le parcours du Kenya pour adopter ces produits plus nouveaux pour contre l'HPP. En fait, Michael et Rachel, on en a déjà décrit. Donc, nous avons examiné les données probantes qui existaient déjà. Nous avons examiné les documents politiques ainsi que les conclusions de l'étude Amplify.
Et après, nous avons convaincu les parties prenantes à avoir un consensus euh, pour décider la réponse du Kenya pour répondre à la charge élevée de l'HPP. Et grâce à cette expérience, nous avons pu avoir un engagement et nous avons pu identifier des euh, goulets d'étranglement dans notre système qui devraient être traités pour permettre l'adoption des produits de santé contre l'HPP et aussi favoriser davantage de recherche et génération de données probantes dans le secteur. Donc, nous avons collaboré avec des partenaires pour traiter ces goulots d'étranglement. Et comme Rachel nous a dit, nous avons vu beaucoup d'aspects d'introduction de nouveaux produits pour engager plusieurs acteurs euh, dans la voie de chaîne d'approvisionnement sécurisée. Et avec le mécanisme de collaboration de partenaires, nous avons pu identifier les goulets d'étranglement et euh, nous avons aussi développé un plan chiffré de la mise en œuvre et de passage à l'échelle. Non seulement l'adoption, mais aussi l'utilisation routine de ces produits. Et ainsi, nous avons pu institutionnaliser tous ces processus en examinant la liste essentielle des médicaments et aussi nous avons pu mettre à jour nos recommandations nationales sur la prise en charge des complications obstétriques. Nous avons pu réviser nos matériels de formation sur EMOC et aussi nous avons pu engager nos collègues dans le secteur des services. Et dans ce parcours, nous avons pu établir comment en fait, après que le produit est adopté et introduit dans le pays, nous avons pu voir comment on pourrait pérenniser l'utilisation et la disponibilité. Donc, avec le rapport de quantification, nous avons pu faire un plaidoyer auprès d'agences de fournitures médicaux et nous avons pu mettre à jour le catalogue d'approvisionnement et nous avons ces nouveaux produits de la carbétosine thermostable au champ calibré et aussi le tamponnade par ballonnet parmi d'autres euh, pour que nos unités infranationales pourraient faire une commande et aussi tirer profit de l'approvisionnement de notre agence principale d'approvisionnement. Et ainsi, nous avons pu renforcer la pérennisation de ces produits. Et avec la carbétosine thermostable, nous avons pu négocier avec le fabricant à réduire le prix du produit. Comme ça, nos unités infranationales étaient en mesure de l'approvisionner et nous avons pu améliorer la demande pour ce produit. Nous avons pu aussi renforcer la capacité de nos utilisateurs, euh, les prestataires de première ligne, et à travers les webinaires, nous avons pu mettre à jour les matériels de formation et aussi nous avons pu améliorer l'adoption de ces produits avec ces efforts. Par exemple, la carbétosine thermostable a été approvisionnée par l'agence principale de l'approvisionnement. Et puis, on a eu une cascade vers les unités infranationales. Et le plan de la mise en œuvre chiffrée était une ressource utile pour le Kenya à éclairer et favoriser la mobilisation des ressources au niveau national et au niveau externe. Et jusqu'aujourd'hui, le plan a éclairé davantage d'investissements localement et aussi de la part des partenaires de développement. Donc, nous avons l'initiative euh, euh, Every Woman, Every Newborn, Everywhere. C'était un plan d'accélération qui a été lancé
Et dans le cadre de cette initiative, le gouvernement a pu approvisionner des stocks supplémentaires de la carbétocine thermostable et des champs calibrés. Et nous avons pu mobiliser du soutien supplémentaire grâce à nos partenaires de développement à investir dans ces produits de santé salvateurs et à réduire la charge de l'HPP dans le pays. Donc, comment nous pouvons soutenir l'élan au-delà du projet? Donc, nous avons adopté ces interventions sur l'HPP, euh, surtout avec le plan d'accélération EVIN. Et nous avons institutionnalisé ces interventions, nous avons pu mobiliser la volonté politique. Euh, Notre président est le champion pour cette initiative EVIN. Et grâce à cette volonté politique et l'engagement de la part du gouvernement, nous avons pu renforcer la confiance de tous les acteurs dans le secteur de santé et d'adopter et de mobiliser et d'utiliser et générer la demande pour les produits euh, au niveau plus inférieur de la prestation de services. En plus, nous avons pu organiser des webinaires nationaux avec des leaders des unités infranationales aussi. Nous les appelons les gouverneurs. Donc, ils peuvent comprendre, grâce au plaidoyer, la valeur de ces produits et aussi mener des investissements pour rendre disponibles ces produits. Donc, en essence, le parcours de la mise en œuvre dans le cadre du projet Amplifie, euh, le Kenya a pu approvisionner 840 000 doses de carbetocine thermostable et nous avons, euh, des, nous avons pu mettre à jour de nouvelles technologies et nous avons pu rendre disponibles ces produits de santé à travers le pays et cet élan est soutenu. Et nous avons l'espoir que le parcours de l'HPP se changera dans les mois à venir. Dans, dans le cadre du projet, le partenariat était vraiment valable et nous avons pu générer des données probantes et ces données probantes ont changé la politique et les pratiques et nous avons pu travailler avec tous les partenaires euh, et nous continuons la mise en œuvre, la mise à l'échelle grâce à la plan de l'accélération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Lois. L'expérience du Kenya nous montre que le passage à l'échelle d'intervention salvatrice ne dépend pas uniquement des produits, il dépend surtout de l'efficacité avec le système de santé et coordonné. Et nous devons continuer à renforcer les politiques et les recommandations. Et nous avons des produits quantifiés pour les financer et aussi nous devons nous assurer que nous travaillons avec les partenaires de la mise en œuvre et aussi avec le gouvernement. Merci beaucoup pour ces aperçus. Je vous encourage à mettre vos questions dans la boîte questions-réponses. Notre prochaine intervenante est la docteure Aïcha Nana Adamou. Et elle est obstétricienne consultante gynécologue au Centre médical fédéral Kébi. Euh, donc, elle est spécialiste, elle est impliquée dans la formation, mentorat des docteurs et aussi des spécialistes de l'avenir en obstétrique et gynécologie. Elle est secrétaire générale assistante de la Société de la gynécologie et d'obstétrique du Nigeria. Elle va nous partager le rôle des associations professionnelles dans le passage à l'échelle et la durabilité dans le cadre des efforts. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation.
Euh, 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 nous avons pu apprendre de l'expérience du Kenya et je vais continuer la discussion en me concentrant sur la contribution des associations professionnelles comme catalyseur de prévention, détection, traitement HPP. Et donc, nous allons voir comment le Nigeria l'a fait de la perspective de la société de gynécologie et d'obstétrique nigérienne. Et nous connaissons déjà l'HPP et son contexte dans les pays à ressources faibles. Donc, euh, on a vu que une mère meurt toutes les 6 minutes dû à l'HPP dans les contextes à revenus faibles. Donc, nous avons institutionnalisé plusieurs aspects. Euh, Nous voyons qu'il y a une lacune dans la prestation des services et nous avons dû l'intégrer dans les soins de routine. Et c'est là l'association Sogon euh, qui est responsable de la santé maternelle au Nigeria a joué un rôle. Donc, Sogon est la Société nigérienne de gynécologie et d'obstétrique. C'est une association professionnelle et c'est un membre du consortium Amplifie. Donc, c'est une association professionnelle qui établit des normes et qui se charge des femmes enceintes et qui s'assure la durabilité par la continuation de la formation et le cadre de redevabilité. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le plaidoyer. Donc pourquoi avons-nous choisi le plaidoyer comme un plan d'action? Donc l- les produits de santé et la formation sont nécessaires. Nous avons besoin du plaidoyer pour avoir le soutien d'autres parties prenantes, des décideurs et aussi les bailleurs. Donc, l'OMS a montré que ces interventions fonctionnent bien. Le gouvernement doit les approuver aussi. Et aussi, tous les prestataires de santé doivent parler d'une voix et avoir la même norme pour la prise en charge de nos cas. Donc, nous devons libérer le financement. On ne peut pas soutenir l'intervention. Ça doit être bien financé pour avancer. Ce n'est pas un financement ponctuel. Donc, les produits de santé HPP dépendent du budget. Donc, c'est un aspect du plaidoyer qui doivent être considérés. Donc, nous avons besoin d'un système qui va durer même après la contribution des bailleurs. Donc, comment nous avons pu le faire chez Sogon? Donc, les membres de la société sont des cliniciens. Nous avons dû nous doter des compétences de mener du plaidoyer. Nous sommes des partenaires dans le consortium et grâce au plaidoyer, nous avons, euh, en fait, pour mener un plaidoyer, nous avons organisé une série de formations pour nous avons aussi préparé des plans avec d'autres parties prenantes, l'Institut fédéral de santé et Chepaigo, et nous avons cartographié nos parties prenantes. Donc, nous avons déployé et élaboré ces outils de Et plaidoyer. ensuite, nous avons dû trouver une plateforme pour mener des actions. Nous avons
travailler avec les parties prenantes au niveau national pour que l'ensemble des cas de l'HPP puissent être identifiés et pour que nous puissions adopter de bonnes stratégies. Nous avons eu également besoin de faire le plaidoyer auprès de toute personne qui agit dans ce domaine pour qu'il puisse y avoir une bonne appropriation, notamment en ce qui concerne le travail des acteurs dans le domaine des hémorragies postpartum. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Quel message a été porté? Dans un premier temps, en ce qui concerne le gouvernement, nous avons veillé à ce que l'HPP figure à l'ordre du jour comme une complication qui est évitable. Et nous leur avons dit que les outils sont disponibles pour remédier à ce problème. Nous avons mis en avant le travail de l'OMS, les stratégies de l'OMS qui pourraient être utilisées. Donc ça, c'était un message clé adressé au gouvernement, à celles et ceux qui s'occupent des finances. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un budget dédié aux champs calibrés, à la HSC et au TXA pour que ces produits soient disponibles, que ces produits figurent dans les considérations budgétaires. Donc, les cliniciens et les prestataires, nous avions eu besoin de leur montrer les interventions recommandées par l'OMS. Donc, nous avons dû faire en sorte que eux, ils acceptent ces interventions dans leur pratique routinière. Donc, il y avait eu des formations pour apporter un changement de pratique et de processus. Et nous avons utilisé les mêmes stratégies dans la prévention de l'HPP aussi. Donc, nous avons fait le plaidoyer pour les stratégies recommandées par l'OMS. Et nous leur avons expliqué que l'appropriation concerne le travail sur long terme et non pas seulement la durée du projet. Et avec les partenaires, nous avons rencontré les parties prenantes. Comme vous pouvez voir sur les photos, il y a un agent du gouvernement. Donc, dans les deux États, c'était dans les deux États où le projet Amplify a été mis en œuvre. Donc, qu'est-ce qui a changé? Quel était le résultat de notre intervention? Donc, nous avons fait en sorte que l'HTP figure parmi les priorités du gouvernement. Nous avons fait la sensibilisation par rapport à la HSC, au TXA et au champ calibré. Et ces éléments ont pu être intégrés aux considérations des parties prenantes, garantissant ainsi une disponibilité continue de ces produits. Au Kébi, nous avons contacté le gouvernement pour qu'il puisse trouver des moyens pour s'approvisionner en champs calibrés avec des fabricants locaux et au niveau national et sous-national. Il y a eu le soutien des fabricants locaux et le gouvernement a travaillé avec ces acteurs pour que ces produits puissent être approvisionnés à bas coût. Et ce projet est donc allé au-delà du plaidoyer auprès des politiciens, mais nous avons fait en sorte que le gouvernement étatique soit un ambassadeur pour ce changement. Il y avait quelqu'un au sein du gouvernement qui a réussi à faire le suivi. Nous avons utilisé le MPDCSR en fermant des comités et puisque nous avons pu identifier des lacunes, nous avons discuté avec les acteurs et avec les associations professionnelles comment combler ces lacunes. Nous avons établi des normes en matière de soins qui ont été respectées par tous les prestataires. Et ce sont des normes recommandées par l'OMS. Et nous avons donc réussi à travailler ensemble pour passer en revue et adopter les stratégies convenables à notre contexte en matière de traitement et de prévention. Et ensuite, cela a été mis à l'échelle avec l'aide du bailleur, avec une appropriation locale. Bien entendu, nous avons fait face à certains défis. Il y a toujours des défis lorsqu'il y a de nouveaux changements. Et l'approche est quelque chose qui nous garantit de d'abord de cette approche
avec patience, parce qu'il y aura toujours une réticence. Donc, nous avons commencé au niveau étatique et grâce à notre approche, nous avons pu obtenir le soutien du gouvernement pour qu'il puisse s'engager et nous avons aussi bénéficié d'un leadership politique. Et lorsqu'il y a un renouvellement de personnel, tout le travail doit être repris à zéro. Et les défis en ce qui concerne la dépendance à l'égard des bailleurs de fonds, comment nous avons géré ça? Nous avons créé des mécanismes de financement locaux. Acceptabilité à travers un plaidoyer était nécessaire pour cela. Et pour cela, nous avons eu besoin de d'organisations professionnelles. Nous avons aussi formé les prestataires de santé pour que nous puissions leur demander de faire suivre les recommandations de l'OMS. Donc, si vous voulez euh, faire ça dans vos contextes respectifs, vous devez prendre en compte ces risques aussi. Donc, il faut que vous meniez cela avec cette mission avec crédibilité, porter une voix neutre mais puissante lorsque vous interagissez avec des acteurs politiques. Il faut aussi que vous identifiez vos partenaires. Nous avons travaillé avec Joe Paigo et le ministère de la Santé au niveau fédéral. Donc, identifiez les partenaires qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Soyez précis avec vos messages. Connaissez bien le budget que vous souhaitez avoir pour ces produits et respectez ces choix tout au long de votre approche. Donc, il faut que le message soit clair du début jusqu'à la fin. Ça vous permet d'être plus crédible, hein. Sachez que les audits cliniques aident à suivre vos activités et ça apporte plus de transparence. Faites une conception et prévoyez la sortie depuis le premier jour et que cela vous permettra de savoir à quel moment les mécanismes nationaux de financement se mettraient en place. Et en dernier lieu, le partenariat va durer toujours plus longtemps que le projet. À partir du moment où vous avez un système de coopération avec les parties prenantes, à travers le plaidoyer, tout ce partenariat va aller au-delà du projet pour le traitement et la prévention des hémorragies de postpartum dans vos pays respectifs. Je tiens à remercier nos partenaires, JPIGO, les acteurs du gouvernement du Kenya. Le ministère fédéral de la Santé très, euh, a été très à l'écoute, a apporté une aide considérable. Je vous remercie tous. Merci de votre temps. Je répondrai à vos questions vers la fin. Et maintenant, je vais passer la parole à Mike. Mike, à vous la parole. Un grand merci à professeur Aïcha pour cette présentation particulièrement marquante. Je pense que le message est clair. Les associations professionnelles sont des catalyseurs indispensables pour transformer les données probantes en pratiques durables. Grâce au plaidoyer et à l'élaboration de normes et au partenariat, cela permet de combler l'écart entre les interventions dont l'efficacité a été démontrée et les soins de routine. Et maintenant, nous allons passer la parole nous allons passer à la partie suivante du webinaire et j'ai le plaisir d'écouter les expériences de l'Inde et de la RDC. Et cette partie du webinaire va être animée par Dr. Victor, qui est physicien dans la santé publique et scientifique aussi, et il est chargé du projet Amplify au Nigeria. Il dirige les efforts visant à renforcer la prévention et la prise en charge de l'hémorragie du postpartum avec des innovations fondées sur les données probantes et grâce au renforcement des capacités des prestataires. Il a plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine. Il a contribué à la mise en œuvre de programmes de grande envergure dans les domaines de la santé maternelle et néonatale, des maladies infectieuses et de la recherche sur la mise en œuvre. À vous la parole, Dr. Victor, pour cette partie du webinaire. Merci beaucoup, Michael. Nous allons maintenant entendre les expériences de l'Inde et de la RDC. Je vais tout d'abord présenter la docteure Archana Mishra, directrice générale adjointe principale chargée de la santé maternelle au sein de la National Health Mission du gouvernement du Madhya Pradesh en Inde.
Vous pouvez voir une brève biographie sur la diapo qui s'affiche. Je souhaiterais maintenant poser des questions spécifiques à Dr. Archana. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience dans le projet Amplify? Bienvenue, Dr. Archana. Ma première question pour vous, c'est que, en fonction de votre expérience au Madhya Pradesh et votre expérience dans le projet Amplify, quelles données probantes, quelles décisions politiques et quelles actions des parties prenantes ont permis à l'un de faire passer des innovations en matière de l'HPP, telles que la carbétocine thermostable, les champs calibrés et le paquet émotif de l'EMS, du stade pilote à une mise à l'échelle au niveau national? Et quels étaient les obstacles auxquels vous avez fait face en ce qui concerne l'adoption de ces stratégies? À vous la parole, Dr. Archana. Un grand bonjour à l'ensemble des intervenants. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons bien. Allez-y, poursuivez, madame. Bonjour à l'ensemble des intervenants. Bonjour aussi à nos auditeurs qui assistent à ce webinaire. La question est très précise et je vais partager avec vous l'expérience du Madhya Pradesh, qui est un grand État avec une population de 80 millions de personnes. Nous avons un taux d'accouchement annuel de 2 millions. Nous avons commencé le projet Amplify avec le soutien technique de Jepaigo et dans d'autres de nos districts. Et nous avons consenti au projet pilote parce que c'est un État où la mortalité maternelle est plus élevée que la moyenne nationale. Et il y a aussi un engagement politique en ce qui concerne la réduction des décès maternels et les décès néonataux. Donc, c'était un défi de santé publique de répondre au taux de mortalité maternelle élevé. Et la cause principale était les hémorragies postpartum. Donc avec ça, cette considération, nous avons accepté de faire le projet pilote, d'administrer la carbétocine thermostable. Donc en Inde, il faut savoir que les températures atteignent les 45 et les 48 degrés en été. Donc le produit carbétocine thermostable était un produit idéal pour les districts pilotes, les districts régionaux où le pilote a été réalisé. Et c'est des zones où il y a 75 000 femmes qui accouchent régulièrement. Ensuite, nous avons aussi administré la piqûre de TXA dans des zones où il y avait un taux d'accouchement à domicile élevé. Nous avons aussi administré l'isoprodol via une approche de distribution avancée à l'aide de nos agents de santé communautaire. Et donc, les catalyseurs principaux qui ont contribué à la réussite de ce projet pilote, qui est toujours en cours, c'est un soutien technique idéal, renforcement des capacités et les mécanismes de chaîne d'approvisionnement robustes. Je tiens à partager avec vous que dans notre État, le gouvernement a déjà accepté le TXA et HSC comme des médicaments essentiels. Donc, la volonté politique est alignée avec les objectifs du projet et nous avons aussi inclus le paquet émotif dans les lignes directrices relatives à la formation. Donc, les infirmiers et les prestataires utilisent le paquet émotif pour à faire face à la mortalité et à la morbidité due à l'HPP. Mais une chose que Victor m'a demandé, c'est quels étaient les obstacles. Donc, nous devons nous concentrer sur la maintenance de la chaîne d'approvisionnement et le renforcement des capacités. Lorsque un pilote inscrit des résultats solides,
il faut le rapportage. Donc, nous avons intégré le rapportage et aussi l'enregistrement des données dans notre plateforme technologique existante qui est Unmold et Portail RCH. Et nous n'avons pas développé au- euh, des systèmes parallèles et ça devrait être utile sur le long terme. Et par rapport à la santé publique, ce projet est très utile et nous discutons toujours sur l'inscription de la carbétocine thermostable sur la liste, mais les autres interventions s'alignent très bien. Merci beaucoup, Dr. Archana, pour ces aperçus. Ma prochaine question est liée aux exigences de le passage à l'échelle et la durabilité responsable. Donc, nous voulons entendre l'expérience de l'Inde. Euh, quelles sont les exigences en ce qui concerne les compétences et la durabilité lorsqu'on a un projet pilote qui est efficace? Et qu'est-ce qu'il... Donc, vous n'avez que 2 minutes pour répondre à cette question. L'Inde est un très grand pays. Le gouvernement de l'Inde et le gouvernement de l'État est très précis par rapport au travail mené pour la survie des mères et des enfants. Nous adoptons toutes les stratégies à la base des preuves pour réduire les décès maternels et néonatals. On ne rencontre pas de défis liés à la volonté politique. Nous adoptons des pratiques basées sur des preuves. La seule chose qui présente les défis, en fait, nous avons le gouvernement, l'approbation du gouvernement, et comme j'ai partagé auparavant, le mécanisme d'approvisionnement est là. Nous avons euh, un un approvisionnement décentralisé des médicaments. Et en fait, l'approvisionnement au dernier kilomètre reste un défi. Il faut du suivi, le renforcement des capacités des prestataires et aussi, en fait, la distribution anticipée se fait par des agents de santé communautaire et on doit euh, prodiguer des conseils aux femmes pour qu'elles ne consomment pas des médicaments euh, que après l'accouchement. Donc, par rapport au mécanisme de rapportage, notre État est prêt à pa- passer à l'échelle pilote. Merci beaucoup, Dr. Archana. L'Inde a démontré que un passage à l'échelle réussi de l'innovation de santé maternelle dépend de données probantes fortes, approbation du gouvernement, alignement sur des politiques et financement durable. Et comme vous avez dit, l'innovation doit être intégrée dans les systèmes de santé de routine et soutenue par les mécanismes de redevabilité. Donc, chers participants, euh, posez vos questions à la docteure Archana dans la rubrique questions-réponses. Nous allons maintenant passer à la docteure Chantal Lusikina de la RDC. Elle est chef de la division santé de la famille et soins spécialisés au ministère de la Santé publique de la République démocratique du Congo. Une brève biographie est affichée sur la diapositive projetée. Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser les services d'interprétation et de sous-titrage en cliquant sur les icônes correspondantes au bas de votre écran Zoom. Dr Chantal prendra la parole en français. Bienvenue, Dr Chantal. Ma première question est la suivante. Comment la République démocratique du Congo a-t-elle introduit les produits d'HPP
à travers une approche de renforcement du système de santé. Quels enseignements majeurs ont émergé de cette expérience, notamment en ce qui concerne le rôle de l'engagement communautaire dans l'intégration de ces innovations au sein du système de santé? À vous la parole, docteur Chantal. Merci beaucoup, merci pour cette question importante. Je pense que vous m'attendez, hein? Merci. Nous notons qu'en RDC, l'introduction des interventions de prévention et de prise en charge des hémorragies de postpartum s'est faite à travers le projet que nous appelons le projet Ampli-PPHI, qui est une approche globale de renforcement des systèmes de santé mise en œuvre de 2023 à 2026 dans les 2 ans de santé couvrant environ 700 000 habitants au niveau pays. Alors, le point de départ était bien clair, c'est une HPP qui demeure chez nous une des principales causes de mortalité maternelle. Et à cela s'ajoutent des défis systémiques, notamment, nous avions une capacité limitée de la chaîne de froid pour la conservation de l'ocytocine. Nous avions au même moment des ruptures fréquentes de stock de médicaments essentiels. Il y a une insuffisance également de prestataires dans leurs compétences, dans l'exercice de leurs compétences. Alors, pour répondre à ces défis, le projet a introduit la première réponse de l'OMS face aux hémorragies de postpartum et inutiles. Le projet a adopté dès le départ une approche systémique en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, les autorités provinciales et locales, les partenaires techniques et les cadres de coordination existants. Alors, les interventions ont été alignées sur des politiques nationales, discutées dans le groupe technique intégré dans les services de routine. Sur ces, une leçon majeure concerne l'engagement communautaire qui est considéré comme un pilier du système. Cela a été déterminant pour l'acceptation du misoprostol que nous avons utilisé en stratégie avancée grâce à une sensibilisation adaptée et à la prise en compte des préoccupations locales. Alors, pour l'avenir, le projet soutient la transition vers le passage à l'échelle à travers l'intégration dans le système national, l'amélioration de la planification et des approvisionnements, le renforcement du suivi, de la coordination et du plaidoyer pour un financement durable. Toutefois, les défis persistent au niveau pays, notamment le financement à long terme, la fragmentation des chaînes d'approvisionnement et le risque de rupture après les projets. Ça, c'est un grand problème. Et en conclusion, nous pensons que l'expérience nous montre que la réussite repose sur une approche globale combinant d'abord le leadership, le renforcement des capacités, la sécurisation des approvisionnements et l'engagement communautaire. Si tout cela est réuni, nous pensons vraiment arriver à un résultat positif. Je pense que je vous remercie pour votre question. Merci beaucoup. Merci, docteur Chantal, pour cet aperçu. Ma prochaine question, alors que le projet Amplifie arrive à son terme avec des résultats prometteurs, quelles sont les priorités et les stratégies du pays pour pérenniser et étendre ces innovations de prévention et de prise en charge de l'HPP au sein du système de santé? À vous la parole, docteur Chantal. Merci beaucoup pour cette deuxième question qui me paraît aussi très importante. Alors, nous disons que alors que notre projet Rempli PPH arrive à son terme, parce que nous sommes en 2026, avec des résultats très encourageants que nous en avons, je pense qu'on va vous les partager. La RDC se concentre désormais sur la durabilité des acquis et le passage à l'échelle des innovations introduites pour la prévention et la prise en charge des HPP. Nous notons en premier lieu, une première priorité, c'est de consolider les interventions qui ont déjà démontré leur faisabilité, leur acceptabilité et leur efficacité. Alors, le résultat obtenu aujourd'hui sur une base solide de données probantes pour soutenir les stations est là et on va vous le démontrer.
La deuxième priorité concerne l'intégration complète de ces innovations dans les politiques, normes et protocoles nationaux. L'objectif est bien clair. Faire en sorte que la carbétocine thermostable, le misoprostol, les champs calibrés et l'acide tranexamique deviennent des composantes routinières du service de santé maternelle et non plus des interventions liées à un projet. Ça, pour la deuxième priorité. Et la troisième priorité, c'est de renforcer la disponibilité de produits qui est un exercice de avec un exercice de quantification des besoins et un plan national de passage à échelle, et c'est là sont en cours. Il y a aussi le renforcement des capacités des prestataires qui est également essentiel pour nous au niveau pays, parce qu'il faut que les prestataires aient une grande compétence. Il faut par ailleurs qu'il y ait l'engagement communautaire qui continuera de jouer un rôle central au niveau pays, toujours. Et en parallèle à cela, le pays s'emploie à renforcer le mécanisme de suivi, de coordination et de redevabilité en insérant une coordination étroite entre les niveaux national, provincial et local. Toutefois, les défis persistent. Alors, notamment les financements à long terme, la dépendance aux partenaires extérieurs ainsi que certaines faiblesses dans les systèmes d'approvisionnement et de coordination. Alors, face à cela, les plaidoyers et la mobilisation des ressources restent vraiment essentiels. En conclusion, la stratégie de la RDC repose sur l'appropriation nationale, l'intégration dans le système de santé, le renforcement des capacités, la sécurisation des intrants, l'engagement communautaire et une coordination qui doit être renforcée. Alors, ces éléments indispensables pour garantir un impact durable et sauvegarder des vies maternelles sont d'une grande importance. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre aperçu, Dr. Chantal. Euh, dans vos réponses, vous avez souligné que la RDC a introduit les innovations HPP dans le cadre d'Amplifie en utilisant une approche fondée sur le système de santé, s'aligner sur les politiques nationales et mise en œuvre avec le gouvernement, les structures locales et provinciales. Vous avez parlé des interventions clés, vous avez parlé des limites, des contraintes, des ruptures de stock, des lacunes de compétences et surtout, vous avez parlé euh, de la priorisation au niveau national et intégration de ces produits dans les politiques et les protocoles. Et vous avez aussi souligné quelques défis, c'est-à-dire le financement à long terme, la dépendance des partenaires et aussi d'autres faiblesses sur la chaîne d'approvisionnement et le mécanisme de coordination. Merci beaucoup pour ces aperçus. Donc, il n'est pas trop tard à poser vos questions à la docteure Chantal euh, dans la boîte questions-réponses ou pour les autres intervenants. Donc, maintenant, nous passons à la session questions-réponses. Vous pouvez écrire vos questions dans la boîte questions-réponses. Donc, nous avons la session questions-réponses. Nous ouvrons la discussion au public. Il y a une question dans le chat. Merci, Dr. Loïs, d'avoir répondu à cette question de la perspective du Kenya. Et j'aimerais donner cette opportunité aux autres intervenants à répondre à cette question. La question est que, à la base des expériences du Kenya et d'autres pays de la mise en œuvre, quelles stratégies étaient les plus efficaces à s'assurer la pérennisation de la disponibilité des produits de santé HPP essentiels et maintenir la conformité éthique? Euh, j'aimerais répartir cette question en deux parties. L'une des parties est sur notre stratégie à s'assurer la pérennisation de la disponibilité des produits et j'aimerais que Rachel y réponde. Et l'autre partie est sur l'assurance de la conformité des prestataires avec des recommandations HPP avec la mise en œuvre initiale.
Docteur Aïcha peut répondre à cette partie. Donc, à vous la parole, Rachel, à partager vos réflexions pour assurer la disponibilité des produits de santé HPP. Merci pour cette question. La réponse en partie se situe dans le visuel qui a été montré au début par Michael, les voies d'accès qui nous montrent l'ensemble des systèmes qui devaient être abordés pour veiller à ce qu'il y ait une accessibilité continue. Numéro un, il faut avoir un financement sur long terme et un financement durable. Donc, il est important qu'il y ait une mobilisation des ressources locales. Là où les produits figurent dans les lignes directrices et où ils sont quantifiés, ils doivent être priorisés dans le plan d'approvisionnement. Et ensuite, hein, il faut qu'il y ait des mécanismes d'approvisionnement efficaces en place. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet d'approvisionner en produits de façon efficace. Donc, nous avons ce genre de contre-accords hein, avec les fabricants. Ce sont des contrats qui sont sur une longue terme. Et comme ça nous permet de faire gagner du temps et les produits sont rendus accessibles à temps. Numéro 2, vous avez besoin d'avoir de bons systèmes d'information pour les mécanismes de distribution qui vous permettent de répondre aux besoins des prestataires en ce qui concerne les produits. Ces mécanismes devraient permettre aux sites de, de, de commander et de s'approvisionner en produits. Donc voilà toute l'approche globale, systémique, qui couvre plusieurs aspects, la distribution, le financement, l'aspect réglementaire, aspect de l'assurance qualité. Tout cela devrait être en coordination et renforcé au fur et à mesure pour garantir une disponibilité continue des produits de l'HPP. Merci beaucoup, Rachel, pour cette excellente réponse. Je vais maintenant passer la parole à la docteure Aïcha qui nous donnera d'autres observations pour répondre à la seconde partie de la question sur les associations professionnelles et elle parlera de l'expérience du Nigeria. Parce que là, les organisations ont été fortement impliquées dans le respect des lignes directrices qui ont été efficaces et ce qui nous a montré, euh, et elle nous dira comment la conformité des prestataires puisse être garantie. Merci beaucoup, Victor, pour cette question. Je vais apporter une réponse simple dans le sens où vous savez que en tant que membre d'organisation, d'une organisation professionnelle, nous passons beaucoup de temps dans les hôpitaux, dans des cliniques, nous sommes dans les salles de travail. Donc, la première chose la plus importante, c'est que il faut penser à faire respecter les protocoles par vos propres membres. Il faut qu'il y ait une norme unique de pratique clinique pour tout le monde dès le départ. Et une fois qu'il y ait cette acceptation, il faut il faut qu'ils puissent communiquer la même chose à leurs apprentis et que cela devienne une pratique régulière. Donc, pour cela, il faut organiser des formations, faire du mentorat actif avec tous les prestataires sur différents sites et au niveau tertiaire, s'impliquer, s'engager avec de nouveaux prestataires. Et donc, beaucoup de travail clinique en ce qui concerne la formation est nécessaire. Donc, le mentorat, bien sûr, et l'enseignement est important pour faire en sorte que ces protocoles soient acceptés comme la meilleure stratégie pour faire face aux hémorragies de postpartum. Donc, voilà le travail des organisations professionnelles. Et nous avons réussi à faire cela, non seulement en tant que prestataire, mais nous avons aussi travaillé avec les sages-femmes. Donc, les partenariats sont importants. Identifier tous les acteurs clés, identifier toutes les parties prenantes
qui travaillent dans ce domaine et travailler avec eux, travailler avec les infirmiers, organiser des formations ensemble et faites du mentorat ensemble et travaillons en général ensemble. Donc voilà, le partenariat avec les bonnes organisations professionnelles est important et travailler en équipe est très important aussi. Donc voilà, du point de vue clinique, la stratégie qui a marché pour nous. Merci. Merci beaucoup, professeur Aïcha, pour cette excellente réponse. Je vais juste poser une question de plus à Docteur Luis. Nous reviendrons vers vous. La question pour vous est que vous avez dit parler d'un certain nombre d'instruments pour mobiliser les ressources. Vous, vous avez parlé de contrats accords ou la mutualisation des fonds. Donc, quelle approche vous a permis d'assurer de mutualiser les ressources? Est-ce que c'était les accords cadres? Quelle était l'approche la plus importante pour garantir une introduction durable des produits au niveau du pays? À vous la parole, Rachel. Merci beaucoup pour cette question. En ce qui concerne la durabilité à long terme, c'est la mobilisation des ressources locales qui est très importante. Vous ne savez pas à quel moment la cartographie des bailleurs de fonds peut se transformer d'une année en autre, d'une année à l'autre. Nous avons parlé bien sûr du rôle des organisations professionnelles en ce qui concerne le plaidoyer, à travers les plaidoyers auprès des politiciens et auprès des chefs de gouvernement, en ce qui concerne l'attribution des budgets et identification de mécanismes de financement pour veiller à ce que les ressources financières soient dédiées à ces besoins de santé, alors que ça devient une priorité pour le gouvernement de sauver la vie des mères. C'est là le financement dont vous avez besoin pour accéder aux produits et pour garantir l'accès aux produits. Et c'est quelque chose pour moi qui euh, a une importance très accrue. Donc pour moi, l'approche la plus durable, c'est de faire le plaidoyer pour avoir des ressources locales engagées pour veiller à ce que les produits salvateurs soient disponibles. Merci beaucoup, Rachel. Merci à l'ensemble de nos intervenants. Merci aussi à nos participants. Donc, cette discussion arrive à sa fin. La durabilité ne se limite pas aux interventions. C'est quelque chose qui nécessite des ajustements au niveau du système. Et le progrès dépend de la politique, des finances, des données probantes, de la gouvernance, et cela tout ensemble, pas en silo, pas en isolement. Troisièmement, des partenariats solides et un leadership professionnel demeurent essentiels, tant pour le passage à l'échelle et pour la pérennisation des efforts engagés. Ensuite, la participation efficace, effective des utilisateurs finaux constitue un élément fondamental d'une approche fondée sur les systèmes de santé pour introduire et maintenir les innovations. Ensuite, il faut avoir la durabilité à travers une appropriation nationale qui doit être envisagée dès le lancement du projet. Ce sont ces fondations qui permettront aux innovations de passer du stade pilote à un impact durable. Je vais maintenant redonner la parole à Mike pour conclure ce webinaire. Merci beaucoup, Docteur Victor, et merci beaucoup à nos intervenants ainsi qu'à l'ensemble des participants. C'était un webinaire très enrichissant. Je sais que toute personne présente ici est un agent de changement. Vous pouvez faire en sorte que ces innovations euh, atteignent chaque site, chaque service de santé, chaque structure de santé. Ils ont besoin de faire un certain nombre de choses. Et qu'il faut réfléchir aux actions prioritaires, aux actions que vous avez besoin de prioriser en matière de système de santé. Quelles actions vous allez prendre pour qu'elles deviennent un catalyseur de changement? Numéro 2,
comme vous avez entendu dans ce webinaire, il est important de réfléchir à la coordination entre différentes parties prenantes pour l'introduction de ces produits et pour que ces produits atteignent chaque maternité. Un autre point essentiel, c'est quel levier politique ou financier allez-vous explorer au cours des 6 mois à venir? Qu'est-ce que vous allez faire dans ce domaine pour qu'il y ait plus de financement en tant qu'agent de changement? Parce que nous avons besoin de sauver les mers et nous avons besoin de les sauver maintenant. Un lien vers la page d'inscription de notre 4e et dernier webinaire mondial de la série Amplify sera partagé dans le chat dans quelques minutes. Donc, s'il vous plaît, veillez à ce que vous vous inscriviez et que vous y participiez. Ce webinaire aura lieu le 30 juin pour une discussion consacrée à l'accélération des changements systémiques visant à améliorer la disponibilité et l'accessibilité financière des produits destinés à l'HPP, à sa prévention et à son traitement. Les webinaires sont enregistrés et sont rendus disponibles sur la plateforme en ligne de l'Amplify et le lien va être partagé avec vous. Et vous recevrez prochainement ce lien. Comme cela, vous pourrez voir la recherche que nous avons recueillie pour vous. Je aussi profite de cette opportunité pour promouvoir le supplément spécial Amplify publié dans le Journal international de gynécologie et d'obstétrique. Nous vous invitons à le consulter en utilisant le code QR affiché à l'écran ou en cliquant sur le lien dans le chat. Comme ça, vous pourrez explorer et consulter l'ensemble de nos publications. Merci beaucoup de votre participation. Nous apprécions le fait que vous ayez pris le temps de participer à cette conversation. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir très prochainement. Vous pouvez maintenant quitter le webinaire si vous le souhaitez.